Coucou, salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de Télé Loisirs. Pixar est-il le meilleur studio d'animation ? C'est la question on ne peut plus brûlante que nous allons évoquer aujourd'hui dans Climax, alors que le dernier long métrage produit par la firme et qui s'intitule En avant sort en salle le 4 mars. Alors j'en profite également pour vous signaler que Soul, un deuxième film Pixar, sortira avant l'été. À mes côtés pour en débattre et peut-être pour en découdre, Claire, Marc et Yann. Salut à tous les trois. Hello. Salut. Salut Seb. Alors si on a tous en tête quelques gros succès de Pixar, comme Toy Story, Monstres et compagnie ou encore Le Monde de Nemo, on oublie parfois aussi que le studio a connu quelques échecs, comme Le Voyage d'Arlo ou Monstre Academy. Alors, quel chemin s'apprête à suivre En avant ? Yann, Marc, vous avez vu le film. Dans un premier temps, En avant, ça parle de quoi ? Alors, En avant, c'est l'histoire de deux adolescents, Yann et Bartley Lightfoot, qui ont perdu leur père très jeune. Ils habitent une banlieue un peu bizarre dans un monde d'heroic fantasy rempli d'elfes, de trolls, de lutins et de licornes qui font les poubelles. Et leur père leur lègue une baguette magique pour leur permettre, pendant le temps d'une journée, de le revoir et de passer une journée avec lui. Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée, ainsi je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Et donc ils partent à la quête d'un caillou qu'ils doivent incruster dans la baguette magique pour réussir enfin à voir leur père. Et c'est donc une espèce de quête initiatique de deux adolescents. Tiré, parce que c'est pas si évident à résumer, c'est exactement ça. C'est mauvais signe que ce soit pas évident à résumer. Bah ouais, alors c'est un des problèmes déjà. Enfin, alors moi, j'ai un gros problème avec le film déjà, c'est le design des personnages. Je trouve que c'est vraiment l'énorme faiblesse du film. Je les trouve vraiment, déjà la bande-annonce me faisait très très peur. J'ai trouvé assez laid, genre, clairement laid. Alors que par exemple tout ce qui est décor et habits et bagnoles, enfin tout ce qui est autour des personnages est vraiment toujours aussi bluffant. On est dans du photoréalisme de plus en plus dingo. Mais alors les personnages, ils sont d'une platitude vraiment assez impressionnante. Et l'autre chose qui m'a vraiment, là, pour le coup, qui m'a vraiment énervé, c'est l'espèce de prise d'otage émotionnelle permanente. Entre la nostalgie du père qu'ils n'ont pas connu, le problème avec les deux frères qui doivent apprendre à s'aimer, le problème avec leur mère qui a un nouveau compagnon. Enfin, on est vraiment dans une espèce de tourbillon émotionnel. Et par moments, j'avais l'impression d'être tabassé par une batte de baseball en guimauve en me disant tu vas être ému là, s'il te plaît. Et donc tout le temps. Donc c'est un peu, c'est vraiment ce qui fait que j'ai pas aimé le film. Marc, toi, tu as eu le même ressenti ? Non, je serais pas aussi dur que Yann. Je suis assez d'accord sur le design des personnages principaux, les elfes qui sont effectivement un peu moches. Et pour du Pixar, surtout, c'est étonnant. Par contre, je trouve que les séquences visuelles, comme Yann l'a dit, c'est quand même assez bluffant. Graphiquement, c'est assez beau, finalement. La bande-annonce me laissait pas espérer quelque chose d'aussi beau visuellement. Et puis, je trouve qu'il y a quand même quelques belles idées au centre du récit. Notamment, on en a parlé, donc le personnage du père réapparaît à un moment du film, mais il ne réapparaît qu'à moitié. Donc, en fait, ça signifie que la partie basse de son corps est visible, mais pas la partie haute. Donc, en fait, à l'écran, c'est figuré juste par son pantalon et ses chaussures. Et en fait, il devient une espèce de personnage muet qui, pendant tout le film, accompagne ses fils. Mais en fait, on voit pas son visage. On voit que la partie basse de son corps. Et je trouve que c'est une super idée parce qu'en fait, ça veut dire que toutes ces émotions passent par des gestes, en fait, des gestes de jambes. Alors, parfois, il danse, parfois, voilà, c'est comme ça qu'il s'exprime. Et ça, c'est une idée que je trouve assez belle, assez poétique. Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous. Et puis voilà, il y a des belles séquences. Le film est assez rythmé, on s'ennuie pas. Mais c'est vrai qu'on est effectivement plus proche d'un Disney classique que d'un Pixar de la grande époque. Et le court-métrage en première partie, ça donne Il quoi ? n'y en avait pas, c'est le premier Pixar où il n'y a pas de court-métrage. Bien vu, Claire. Et pour la petite histoire, le personnage, le héros, Yann Lightfoot, le design est express. Il est fait à partir de Linguini. Ils sont vraiment inspirés du personnage de Linguini. Dans Ratatouille, c'est revendiqué pour ça, qu'il lui ressemble vachement. J'ai besoin de ce boulot. J'en ai perdu tellement. Je ne sais pas faire la cuisine et en plus maintenant, voilà que je parle à un rat. Pas de court-métrage, est-ce que Pixar est en train de perdre son âme ? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais Pixar, c'est quand même un studio aujourd'hui qui a marqué plusieurs générations, je crois qu'on peut le dire. En termes d'historique, les premiers longs-métrages ou courts-métrages d'animation, ça remonte à quand ? Alors Pixar, pour revenir un peu sur l'histoire de Pixar, on peut même remonter encore avant, à la fin, carrément à la fin des années 70, en 79, que Pixar, qui ne s'appelait pas encore Pixar à l'époque, est créé, et ça s'appelait Lucasfilm Graphic Group. C'était une filiale de Lucasfilm.
Et donc, ils ont commencé à travailler vraiment en image de synthèse avec des intégrations dans des films. La première, vraiment très très célèbre, c'est dans Le Secret de la Pyramide, Young Sherlock Holmes, une scène absolument géniale sur un vitrail qui prend vie, qui sort du vitrail et qui agresse un curé. C'est une scène absolument géniale, déjà animée par John Lasseter. Et en 1986, après l'échec, le four atomique Howard, la nouvelle race de héros avec l'espèce de canard ignoble. Howard the Duck. Ouais. Howard the Duck. George Lucas, il était vraiment perclus de dette. Il a été obligé de vendre donc cette filiale à Steve Jobs. Et donc, c'est après l'achat de cette filiale par Steve Jobs que cette filiale s'est appelée Pixar. Et pour se développer, ils ont décidé de vendre des ordinateurs pour aider les animateurs, principalement Disney. Donc, ça n'a pas trop bien marché. Mais en même temps, ils ont commencé à créer des courts-métrages qui servaient de démo à leur ordinateur. Et le premier court-métrage qui a vraiment cartonné, c'est Luxo Junior, toujours animé et réalisé par John Lasseter, qui est devenu carrément l'emblème de Pixar, l'animation, la petite animation qu'on voit au début, la petite lampe qui écrase le i. C'est le court-métrage qui a fait exploser Pixar. Et après, t'en as eu quelques-uns de vraiment super célèbres. Il y en a un que j'adore, c'est Nick Nack avec le petit bonhomme de neige dans sa boule à neige qui essaye de s'évader. Ou Tin Toy aussi, qui est vraiment l'ancêtre de Toy Story sur un petit homme orchestre jouet qui est poursuivi par un bébé. C'est vraiment absolument génial. Et donc après, ils ont fait un deal avec Disney de distribution de long métrage. Et c'est comme ça qu'ils sont lancés dans le long métrage avec Toy Story. Toy Story, c'était une vraie claque à l'époque. Ça a signé tout de suite la patte Pixar. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'on les reconnaît comme ça au premier coup d'œil, les longs métrages Pixar ? Les longs métrages Pixar, c'est effectivement, Yann le disait, ce sont des geeks de l'informatique qui sont emparés un petit peu de l'animation. Et ça s'est vu au départ parce que justement, la firme propose un graphisme ambitieux dès le départ. Ce sont des maîtres de l'animation par ordinateur qui ont révolutionné la 3D. Ils ont incarné un renouveau du cinéma à l'animation. Et pourtant, la firme a moins révolutionné le dessin animé par son avancée technologique que par son esprit. Parce que Pixar, c'est avant tout un esprit, je trouve, qu'on peut retrouver dans la majorité des films qu'ils proposent. Le studio s'appuie avant tout sur le génie créatif de ses auteurs, des metteurs en scène qui sont chevronnés et qui assurent à leur production singularité et qualité exceptionnelles. Ils ont créé un univers homogène, à l'opposé de la formule de Disney. Exit les héros des contes de classiques et les animaux humanisés. La figure humaine, elle est mise à distance et regardée du point de vue de personnages qui sont a priori pas expressifs. Je pense par exemple aux jouets de Toy Story, le robot de Wall-E, les fourmis de Mille et une pattes et les émotions plus récemment les émotions, un concept de vice-versa. En fait, leur film opère un changement d'échelle qui renverse ses perspectives. Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça. C'est-à-dire que c'est beau ce que tu dis. ils ont exploré de nouveaux territoires de cette manière-là. Mais c'est ça, en fait, Pixar, c'est les deux. Pour moi, c'est à la fois l'innovation technologique. Parce que comme le rappelait Yann, effectivement, Pixar, avant tout, en fait, c'était finalement un prestataire technique, spécialisé dans la création des effets visuels, dans le développement des logiciels. Donc, en fait, on retrouve cette patte technologique très importante. Et à la fois, pour moi, Pixar, vraiment le côté capable de parler aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Et ouais, justement, ce que j'allais dire, en effet, s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes, voire même plus aux adultes, ce qui représente un vrai tour de force pour un secteur qui jusqu'ici était strictement réservé aux enfants. Parce que ça aborde des thématiques très adultes, comme la douleur du deuil, comme le temps qui passe, la dépression, le handicap, je pense à Nemo notamment, l'écologie, enfin voilà. Donc c'est ça pour moi l'identité. Et avec une vraie ambition de mise en scène, pour le coup, qui est beaucoup plus prégnante que dans, par exemple, les Disney auxquels on compare forcément Pixar, quoi. Si ce film en avant qui sort le 4 mars n'avait pas été labellisé Pixar, est-ce que vous l'auriez reconnu, vous, d'emblée ? Non. Clairement, non. Pour moi, il ressemble vraiment à un film estampillé animation 3D Disney qu'ils ont abandonné quand ils ont acheté Pixar en 2006. Mais vraiment, moi, je ne retrouve pas Pixar là-dedans. On retrouve un petit peu quand même, moi je trouve, dans certaines séquences au niveau du graphisme et au niveau du travail sur les textures et ce genre de choses. Mais je suis d'accord avec Yann sur le fait que ça pourrait être un Disney classique, pas spécialement un Pixar. Moi qui n'ai pas vu le film, quand je vois les visuels de la bande-annonce, j'ai parfois le sentiment de regarder un film DreamWorks pour en avant. Est-ce que c'est normal que je puisse ressentir ça et est-ce que la comparaison tient ? Alors j'y avais pas pensé, je te cache pas. Je trouve qu'on retrouve quand même un tout petit peu la patte Pixar, mais effectivement DreamWorks c'est le vrai concurrent américain de Pixar. Ça a été quasiment créé dans la même année, ça a été créé en 98 avec Ants qui est sorti en combat frontal avec Mille et une pattes pour savoir qui c'est qui allait sortir le premier. Mais après le truc de DreamWorks, c'est qu'il n'y a pas d'unité vraiment graphique
dans leur production, même entre 2D, 3D, enfin ça, pardon, un peu dans tous les sens. Ce qui fait que ils sont un peu perdus. Et en plus, le malheur de DreamWorks, c'est pour moi, leurs meilleurs films, ce sont ceux qui se sont plantés. La Route d'Eldorado, Les 5 légendes, qui sont vraiment, je trouve, des super films d'animation. Ils se sont tous viandés, alors que ceux qui ont cartonné, genre Shrek, Madagascar, pour moi, c'est les trucs les plus vraiment basiques et donc c'est un peu la malédiction de DreamWorks, je trouve. T'oublies Dragon quand même. Dragon, c'est quand même excellent. Moi, je suis pas fan non plus. Ah, t'es pas fan. J'aime bien aussi Dragon. Moi, j'adore Dragon. Je trouve que la mise en scène, elle est excellente. Et puis, il y a vraiment des vraies idées de scénario. Et puis, beaucoup d'humour et tout. Moi, j'étais très emballée par Dragon. Et Shrek aussi, le premier était quand même absolument extraordinaire. Il y avait, un esprit subversif que je trouvais. Je trouve pas du tout. Moi, j'ai un gros problème avec le premier Shrek. Hein. La fin, elle est. Heureusement, elle est pas. Ils sont pas différents. Ils sont pareils, quoi. Toi, je trouve la fin vraiment. Ah bah oui, je trouve ça très bizarre. Et pourtant, ce qui était intéressant avec Shrek, c'est qu'ils essayaient de se positionner un peu en anti-Disney. Ouais, complètement. Tu vois, avec une espèce de parodie des contes de fées classiques. C'est pas des choses à faire devant une princesse. Oh, elle est encore plus dégueu que toi. Moi, ce qui était intéressant aussi avec DreamWorks à une époque, c'est que je trouve que c'est le premier studio qui mettait vachement en avant les stars pour les doublages. Parce qu'il faut se rappeler, par exemple, un film comme Les Indestructibles, Pixar, donc, les deux personnages principaux, les doubleurs, c'est Greg T. Nelson et Holly Hunter. Donc, c'est pas des énormes stars. Et à l'inverse, Shrek, tu as Eddie Murphy, tu as Cameron Diaz, tu as, je sais plus, Mike Myers qui fait Shrek. Voilà, donc c'est déjà du plus gros niveau. Ouais, tu peux même remonter à Ants. Ants, c'est Sylvester Stallone et Woody Allen et Sharon Stone. Hein, c'est les premiers à avoir imposé, avoir fait venir des superstars en doublage de films d'animation, effectivement. Ouais, donc ça, c'est vraiment la patte DreamWorks. Disney ne faisait pas ça à la fin des années 80 quand il y a eu ce renouveau avec la petite sirène. Oui, avec Tom Cruise avec Aladdin. Mais Pixar moins, tu vois. Et Pixar pas du tout. Pas du tout. Pixar, ils n'avaient pas besoin de ça en fait. Et question bête, jetez-moi des pierres si ça le nécessite. Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer un studio d'animation comme Pixar à Ghibli ? Oui. Je trouve que pour moi, le point de comparaison, c'est qu'il y a une vraie unité artistique et graphique dans tous les films. Après, que tu les aimes ou pas, tu peux pas nier ça. Alors que tu vois DreamWorks, ça part dans tous les sens. Ou même les autres studios, Illumination ou Blue Sky, c'est un peu disparate, ou même Hardman, mais Hardman, ils font pas assez de production. Hardman, c'est beaucoup plus artisanal. Ouais, il y a beaucoup moins de films. Il y a une unité, mais il y a beaucoup moins de films. Et aussi sur les thématiques qui sont abordées. Chez Ghibli, tout comme Pixar, ils abordent des sujets assez lourds quand même, comme le deuil, la mort, etc. Et c'est peu les seuls studios à aborder vraiment les sujets de manière assez frontale, de manière assez glauque au départ. En fait, il part souvent d'un départ qui est une mort, quelque chose, une douleur qu'il va falloir surmonter. C'est souvent ça. Et surtout, Ghibli, c'est beaucoup plus vieux. Hein. Ghibli, c'est au milieu des années 80. 85, créé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Et effectivement, c'est un âge d'or du dessin animé japonais. C'est là où un peu tout le monde a découvert Miyazaki. Et effectivement, ils sont un peu dans une même thématique, mais je trouve que Ghibli, à leur âge d'or, ils sont allés mais beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, pour un public carrément adulte, là, il y a vraiment... Même, tu vois, un truc comme Totoro, tu peux voir un film pour enfants. En fait, c'est un film sur le deuil permanent quand il y a plein d'études autour. Où il marque que c'est vraiment, c'est ultra mortifère. C'est sur les deux filles qui fuient leur mère, la mort probable de leur mère et qui se réfugient dans un monde imaginaire. Et tu peux prendre ça au premier degré. C'est des gamines avec des gentils monstres et tout. Enfin, il y a toujours une double lecture. Ou alors, carrément, Princesse Mononoke qui, lui, elle est carrément frontale. Ça, c'est un grand film pour adultes, hein, même, pour le coup, qui fait penser à du Kurosawa, où il sort carrément de l'imagerie du dessin animé qu'on peut avoir en Occident, par exemple. Les humains ne sont pas mes amis, je les hais. Je suis un humain. Toi aussi. Tais-toi, je suis une louve comme ma mère. Mais là où c'est peut-être plus difficile de comparer Pixar et Ghibli, c'est en termes industriels. Est-ce qu'on peut, tu vois, comparer une machine comme Pixar à un studio comme Ghibli? Alors, est-ce qu'au niveau, tu vois, au niveau de la production, au niveau de la production, je trouve, il y a beaucoup, il y a effectivement Pixar, même dans un laps de temps plus court, ils ont en gros produit plus de films, et Ghibli, ils en ont sorti vraiment beaucoup, quoi. Peut-être moins maintenant parce qu'ils ont un gros problème créatif, de renouvellement, parce que Isao Takahata malheureusement est décédé, Hayao Miyazaki il a plus de 80 ans. Ouais. Et ils n'arrivent pas à trouver le descendant. À chaque fois qu'ils ont essayé de prendre un réalisateur, ça s'est très mal passé, un peu original. Donc c'est un peu des yes men qui font les films, et ça se sent artistiquement. Les studios Ghibli sont aussi un peu en perte de vitesse malheureusement en ce moment. Après avoir fait un état des lieux des différents grands studios d'animation, est-ce qu'on peut dire tout simplement que Pixar est aujourd'hui encore le meilleur studio d'animation ? Est-ce qu'il l'a jamais été ?
à mes yeux, enfin, je ne sais pas s'il l'a été, parce qu'il y a Ghibli, effectivement, qui est là aussi, mais en gros, depuis ces 10 dernières années, Pixar accuse un peu le pas, je trouve. Déjà, il a fait son plus mauvais score au box-office avec Le Voyage d'Arlo en 2015. Le score de Cars 3 n'a pas été à peine mieux, c'était 384 millions de dollars, qui est une somme assez honorable, mais enfin, c'est pas terrible pour les chiffres habituels de Pixar. Et puis aussi, il y a la Disney maintenant qui propose des productions qui ressemblent à ce que fait Pixar. Et puis sur ces dernières années, ils ont raflé quand même plusieurs Oscars. En 18 années, il a raflé quand même 9 Oscars du meilleur film d'animation. Et le dernier récemment, c'était en 2018 avec Coco. Mais depuis quelques années, les studios Disney proposent aussi des productions de qualité qui, elles, maintenant, sont récompensées et vraiment font concurrence à Pixar. Je pense notamment en 2014 à La Reine des Neiges, même si on peut en redire, ils ont des choses à redire dessus, mais il a gagné l'Oscar. En 2015 avec Le Nouveau Héros et en 2017 avec Zootopie, qui était quand même un excellent film aussi. Et qui ressemble, je trouve, à Pixar. Oui, alors après, effectivement, Pixar, Ghibli, bon, si on les compare, chacun peut avoir ses préférences. Après, si on compare Pixar aux autres studios d'animation américains, là, effectivement, je pense quand même que Pixar reste au-dessus. Ceci dit, ouais, pareil, par exemple, Sony, le département animation de Sony fait des belles choses. Moi, j'adore un film comme Tempête de boulettes géantes. Je trouve ça super drôle. C'est typiquement un truc que Pixar ne ferait peut-être pas, parce que c'est très absurde. Vous allez être écrabouillé par un maïs géant. Et voilà, il y a eu d'autres belles réussites pour ce studio. Donc voilà, il y a des studios qui ponctuellement peut faire des belles choses. On a parlé de DreamWorks, effectivement, Les 5 légendes, c'est un super film. Mais peut-être au global, Pixar reste devant. Après, moi, Pixar, t'en parlais un petit peu, Claire, je trouve qu'il y a un vrai point de bascule créatif après là-haut. C'est-à-dire que pour moi, après là-haut, et donc depuis en gros 10 ans, la qualité est plus en dents de scie. Et j'ai quand même relevé qu'en fait, sur les 11 films que Pixar a produits depuis 10 ans, il y a 7 suites dedans. 7 suites de films. Donc c'est quand même beaucoup. Et c'est sans doute trop d'ailleurs parce que au niveau de la créativité et de l'innovation, ça pêche un peu, quoi. Avec quand même un bémol avec Vice Versa, je trouve, et Coco. Bon, après, oui, qui sont des bons films. Sur la preuve quand même on peut encore cultiver des projets singuliers. Ouais, moi je préfère quand même Ghibli sur la longueur. Je trouve qu'ils ont produit des films que je considère vraiment comme des chefs-d'œuvre du cinéma. Et moi, il y a quelques Pixar que j'aime vraiment beaucoup, mais je les mettrai jamais au même niveau. Non, rien que pour ça, Ghibli, pour moi, c'est effectivement c'est indépassable. Ça a été une période de découverte de films absolument incroyable. Et effectivement, je vous rejoins, l'âge d'or, c'est juste au moment où Disney rachète Pixar. C'est-à-dire que c'est la fin des productions qu'ils ont lancées avant le rachat, donc qui se termine en 2010. Et là, c'est ça, c'est Ratatouille, c'est tous ces films-là qui sont absolument merveilleux. Mais effectivement, depuis, ils sont tombés dans une espèce de paresse artistique avec effectivement des suites et des films qui se ressemblent de plus en plus. Donc oui, c'est un peu, ils sont dans la croisée des chemins, même s'ils sont toujours. C'est une marque super puissante. Même, tu vois, 300 millions, c'est un échec, mais bon, c'est quand même énorme en soi, quoi. Donc c'est un studio qui restera. Effectivement, aux États-Unis, c'est incomparable, c'est vraiment le meilleur. Mais voilà. Mais Pixar a annoncé récemment qu'il ne voulait plus faire de suite, d'ailleurs. Ils ont pas mal de critiques. Ça tombe bien, c'est la question que j'allais vous poser. À vous entendre, c'est effectivement l'un des points faibles du studio. Est-ce que tout est acheté dans les suites Pixar ? Moi, je déteste pas le dernier Toy Story, par exemple. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais je crois que c'est pas le cas de tout le monde autour de la table. Mais après, moi, par exemple, Cars, j'aime pas le premier déjà, et encore moins le 2. Et je me suis même pas infligé le 3. Donc le monde de Dory est pour moi beaucoup moins fort que le monde de Nemo. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Cette famille, enfin, je crois. Les Monstres Academy. Les Monstres Academy, on en reparlera tout à l'heure, mais pareil. Donc, alors que le premier, c'est quand même il est assez incroyable dans le genre. Bah oui. La suite, c'est ça. C'est ça. Donc, Les Indestructibles 2, je trouve qu'il s'en sort bien quand même, mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi puissant, il n'est pas aussi fort que le premier. Globalement, c'est ça. On a toujours l'impression que c'est moins fort. C'est quand même moins fort, ouais. À part Toy Story, qui est peut-être vraiment un cas à part, quoi. Ouais. Pour le coup, Toy Story 2, je pense, est supérieur au premier Toy Story. Et il faut aussi peut-être aborder la question des départs aussi des têtes pensantes de Pixar, enfin des créateurs d'origine, parce que Lasseter est parti. Oui, en 2018 pour problème de harcèlement sexuel. Affaire de harcèlement sexuel, oui. Et là, il y a eu aussi Lee Unkrich qui est parti en 2019. C'est un des mecs qui était là depuis le début, depuis 25 ans, il était dans le studio. Il est moins connu parce qu'il n'était pas à la réalisation de la plupart des films, mais en tout cas, il était ou co-réalisateur ou monteur des premiers. Et il représente un peu un mentor pour des types comme Pete Docter et tout ça, qui parlent de lui et qui le vénèrent, en fait. Et ce type, lui, il est parti en 2019, tout récemment. Il a réalisé notamment Coco et Toy Story 3.
Il a co-réalisé Toy Story 2, Monstres et compagnie et Le Monde de Nemo. Et John Lasseter, ce qui est intéressant, c'est qu'il a retrouvé assez rapidement un boulot, puisqu'il est désormais à la tête du département créatif de Skydance Animation. Donc c'est la filiale d'animation de Skydance, qui est une société de production qui a coproduit notamment Mission Impossible, enfin les derniers Missions Impossibles, World War Z, voilà, pas mal de films. Et le premier film produit par Lasseter dans cette nouvelle fonction, s'intitule Luck. Il va sortir l'an prochain. Donc ça va être la première fois que Lasseter va sortir un film frontalement face à un Pixar la même année, quoi. Et ça, c'est un truc assez intéressant quand même. Quels sont les autres longs métrages signés Pixar qui devraient paraître prochainement ? C'est Saul, de Pete Docter. Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre ? Avec pareil, une espèce d'intrigue un peu similaire. C'est sur un jazzman dont l'âme s'échappe et se perd dans une espèce de méandre, de monde d'âme, et elle doit s'associer avec une âme dépressive pour essayer de retrouver. Bon, t'as l'impression, en gros, c'est vice-versa avec des âmes, quoi. Donc c'est aussi, ça marque quelque part peut-être un problème créatif de Pixar, de renouvellement créatif. C'est pour fin juin ? Ouais, c'est le prochain. Et après, je sais pas si... Mais je pense que Soul serait quand même hyper intéressant, ne serait-ce que sur le travail sur la musique. Ça promet effectivement d'avoir... C'est peut-être quelque chose que Pixar n'a pas trop exploré pour l'instant. Tu vois, le monde de la musique. Donc là, clairement, c'est ce qu'ils veulent. Soul, c'est évidemment, il y a un double sens musique, sur l'âme et sur la musique soul. Et donc là, il y a un truc intéressant quand même. Ça m'intrigue pas mal. Il faut attendre la bande-annonce, faut avoir les premières images. Moi, j'ai absolument rien vu. C'est absolument pas à quoi ça va ressembler. Non, puis Pete Docter, c'est quand même réalisateur de Monstres et compagnie, là-haut, vice-versa. Donc on peut s'attendre à quelque chose de qualité. Hein. Ouais. Le 24 mars prochain sera lancée en France la plateforme de streaming Disney+. On le sait, sur cette plateforme, il y a différentes entrées, Disney, National Geographic, Star Wars, etc. Est-ce que quelque chose est prévu par rapport à Pixar ? Est-ce qu'il y a des créations originales pour Disney+, signées Pixar, qui vont faire leur apparition ? Oui, il y a donc une entité Pixar, où tu auras tous les films et tous les courts-métrages. Et tu vas avoir aussi des créations spécifiques pour la plateforme. Tu auras un court-métrage exclusif, ils ont déjà sorti, c'est Forky Ask a Question, le Forky, le personnage, la fourchette de Toy Story 4. Il va y avoir une série Monsters at Work, qui est une séquelle d'une suite de Monsters et compagnie. Et tu vas avoir aussi une série de courts-métrages qu'ils ont appelés Spark Shorts, qui seront des courts-métrages faits par des membres de l'équipe de Pixar, des trucs un peu expérimentaux pour faire découvrir les nouveaux talents. Et alors un truc assez bizarre qui s'appelle Pixar in Real Life, qui est une caméra cachée dans les rues où t'as des acteurs qui rejouent des scènes de Pixar. Genre, tu as un petit Wall-E dans la bande-annonce, tu vois un petit Wall-E traverser la rue, et t'as la tablette de contrôle, la console de vice-versa avec les gens qui appuient dessus et tout. Donc voilà, c'est un peu... c'est les programmes exclusifs qui vont... La première télé-réalité Pixar. Ouais, quelque part, ouais. Et on a le sentiment aussi, quand on vous écoute, finalement, que l'image de Pixar, elle se fond un petit peu plus dans celle de Disney. Est-ce que Pixar a encore une raison d'être aujourd'hui ? En fait, à une époque, Disney avait un peu réinvesti le cinéma d'animation traditionnel. Je pense notamment à un film comme La Princesse et la Grenouille. Et en laissant vraiment le créneau des images de synthèse et de la 3D à Pixar. Et aujourd'hui, c'est moins vrai. J'ai l'impression qu'ils reviennent, Disney, je sais pas, un film comme Les Mondes de Ralph ou même Zootopie. On se rapproche plus. Ouais, même La Reine des Neiges. On se rapproche plus de ce que fait Pixar aussi. Donc en fait, ça se confond. Parce que tu as aussi des gens de Pixar qui vont dans les studios d'animation de Disney aussi. Et puis surtout, je pense qu'ils vont vraiment... Il y a des grandes chances qu'ils abandonnent la 2D. Disney, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vrais dessins animés 2D. Ils sont plutôt dans le tournage, la version live de grands classiques, ou dans le cinéma d'image de synthèse, plus avec des chansons et tout. En fait, effectivement aussi, la grande différence souvent entre Pixar et Disney, c'est que tu n'as pas de chansons dans les Pixar, et c'est pas des comédies musicales comme tu as beaucoup dans les Disney. Est-ce que Zootopie, il y avait des chansons ? Je suis pas sûre. Non, pas tous, pas tous les Disney, mais c'est vraiment la base. Pixar fonctionne peut-être encore comme une espèce de marque, tu vois. C'est une espèce de marque de qualité, quoi. Ouais, en plus, c'est purement financier. C'est un label Pixar, c'est minimum, même les films qui marchent pas, c'est minimum 300 millions, quoi. T'arrives à peu près à rentabiliser, même si les budgets explosent. C'est le label rouge des films d'animation, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Disney a tout intérêt à conserver cette identité particulière, pour voir justement se démarquer du reste de la production, quoi. Ouais, après, ce qu'ils en font à l'intérieur, c'est autre chose. Mais le label Pixar, évidemment, qu'ils vont le garder et qu'ils vont continuer à le travailler, quoi. Et justement, la plateforme Disney+, elle va permettre justement d'aller chercher de nouveaux talents et de renforcer la créativité du Ce sera studio. peut-être un laboratoire. Ouais, ce sera un laboratoire, exactement. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Yann, tu penses qu'il n'y a pas du tout, il n'y a plus en tout cas aujourd'hui de public pour les films 2D en salle ?
Si, je trouve que moi j'adore. Hein, je suis un grand fan de cinéma d'animation 2D, 3D. Mais Disney, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu en train d'abandonner ça. Malheureusement, c'est vraiment, vraiment dommage. Bah oui, parce que là, on pense pas, on n'a pas d'idée de. Récemment, il n'y en a pas eu, effectivement, je crois pas. Mais là, en tout cas, aux États-Unis, la 2D, j'ai l'impression qu'elle est un peu en perte de vitesse. Mais ça, il suffit qu'il y ait un film qui sorte et qui cartonne tout pour que tout le monde s'y remette. Hein. C'est le moment pour nous de passer à vos coups de cœur et coups de gueule des différents films Pixar. On va commencer par vos coups de cœur. Qui a envie de se lâcher en premier et de nous livrer son film préféré? Marc. Allez, je commence. Alors moi, mon chouchou, c'est Wall-E. Voilà l'histoire du petit robot seul sur Terre. Après que les humains se soient tous exilés à bord de vaisseaux spatiaux. Et pourquoi j'aime Wall-E? D'abord parce que la prouesse de faire un film d'animation grand public, sans dialogue, pendant une quarantaine de minutes, je crois. Donc toute la partie où Wall-E est tout seul, justement. Et le travail sur le son, le travail sur l'image, l'émotion qui en découle, c'est vraiment, je trouve ça magnifique. Il y a quelque chose qui renvoie un peu au cinéma muet, à Chaplin, même limite à l'expressionnisme. Enfin voilà, il y a un truc sur les débuts du cinéma que j'ai jamais vu dans un film d'animation et qui est hyper ambitieux. Claire? Moi, je pense, j'en aime beaucoup, il y en a beaucoup que j'aime, mais mon préféré, je dirais que c'est Monstres et compagnie. Je l'avais vu à l'époque, en 2001, donc c'est dans les débuts de Pixar. Parce que il a vraiment l'idée, elle est hyper originale, c'est une originalité folle, elle détourne les codes de l'épouvante et fonctionne sur le changement de perspective, là encore, parce que là aussi, c'est pas l'enfant qui est vu, c'est l'enfant qui est vu comme une créature effrayante, et ce sont les monstres des placards qui en ont peur, en fait, et donc je trouve que le scénario est absolument génial. Ça aborde la thématique universelle de la peur infantile avec humour et tendresse. Ça parle aux enfants et aux adultes, là encore, avec différents niveaux de lecture. Il y a l'imagination, la drôlerie, l'émotion, la fantaisie, la finesse, l'intelligence. Enfin bref, moi je trouve que c'est éblouissant ce film. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Alors moi c'est Ratatouille de Brad Bird que je trouve absolument génial. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Donc l'histoire de Rémi le rat qui rêve de devenir chef cuisinier. Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine? C'est une vision de Paris magnifique. Visuellement, la mise en scène de Brad Bird est étourdissante. C'est drôle, c'est beau. Et pour le coup, je trouve que ça sort aussi un peu de tous les codes classiques du cinéma d'animation pour enfants. C'est que c'est même pas du tout pour enfants. C'est vraiment dans un monde. Ils se sont fait plaisir. Tu sens que John Lasseter et toute sa team, ils sont allés. Brad Bird, ils sont allés à Paris. Ils ont fait tous les restos. Ils en ont sorti un film. C'est un film absolument passionnant aussi sur la création. C'est toute une thématique autour de la création et du métier de critique. C'est-à-dire que n'importe qui peut être un grand créateur. Et t'as aussi moi j'adore. Il y a une scène que je trouve géniale. T'as le grand critique culinaire qui fait peur à tout le monde et qui déguste une ratatouille créée justement par Rémi le rat, et il mange la ratatouille et tout d'un coup tu le vois mais voyager dans le temps et redevenir enfant en train de manger lui-même la ratatouille. Cette scène, elle est fabuleuse quoi. C'est vraiment, en plus il y a tout un discours sur la nourriture aussi, ce que ça rapporte aux sentiments, aux souvenirs. Enfin c'est un truc hyper émouvant, donc c'est très drôle, c'est virevoltant. Voilà, moi celui-là c'est le chef-d'œuvre de Pixar. Et toi, Seb? Moi, je garde un peu comme une Madeleine de Proust, Mille et une pattes. J'étais un peu passé à côté de Toy Story à la fin des années 90. Et Mille et une pattes, pourquoi? Parce que je suis un grand fan de home cinéma et de mémoire. Ce film était le premier transfert d'un support numérique vers un autre support numérique. C'est-à-dire vers le DVD. À l'époque, c'était le format roi. Et je garde en mémoire non seulement un scénario qui était extrêmement bien ficelé, mais surtout un côté image hyper léché, hyper travaillé et qui était, pour moi, synonyme de perfection. Et voilà pourquoi j'aime bien le retrouver aujourd'hui encore. On parlait de Disney versus DreamWorks. On se rappelle qu'il y avait la petite guéguerre, Mille et une pattes, versus Fourmise, Hans en VO, qui est sorti juste avant. Ils ont sorti avec des soupçons d'espionnage industriel. Enfin, c'était vraiment une espèce de guerre incroyable. Vos coups de griffe à présent, les films Pixar que vous détestez. Écoute, Claire parlait du premier Monstres et compagnie que j'adore aussi. Par contre, la suite, c'est vraiment pas possible. Donc Monstre Academy, c'est paresseux, c'est pas drôle, ça respecte pas finalement l'esprit de l'original du tout, et surtout je trouve que l'animation, enfin vraiment est en dessous de vraiment du niveau qu'on peut attendre d'un Pixar. Donc moi j'avais été hyper déçu, et d'autant plus que j'aime beaucoup le premier aussi. Donc Monstre Academy, c'est vraiment pas possible.
Et c'est réalisé par Dan Scanlon, le réalisateur d'En Avant. Et pour moi, mon coup de griffe, ça va être encore pour En Avant, malheureusement. Parce on l'a un peu abordé tout à l'heure. Moi, le problème que j'ai fondamentalement avec En Avant, c'est que pour moi, je suis plus du tout dans un Pixar. Mais absolument plus. C'est trop sur la recherche de l'émotion, de la nostalgie, côté artificiel, qui est pour moi beaucoup plus Disney que Pixar. Et moi, là, voilà, En Avant, ça marque potentiellement quelque chose que je veux pas voir chez Pixar, qui est vraiment une de Disneyisation totale des productions. C'est ça qui me fait peur, et c'est pour ça que vraiment ce film-là, j'ai vraiment du mal. Et moi, ça va être Cars 2, la suite de Cars, qui déjà m'avait pas enthousiasmé plus que ça. Mais alors le 2, vraiment, c'est une cata, je trouve. À part, évidemment, l'animation, qui est visuellement... vraiment, c'est très réussi de ce côté-là. Je me rappelle notamment d'une reproduction de la ville de Tokyo qui est assez bluffante et tout. Mais alors, après, la technique, on sait, ça fait pas tout. Et le film est juste une succession interminable de courses de bagnoles sans intérêt scénaristique. C'est juste atroce. La trame, justement, c'est une thématique encore écologique. Mais alors, elle est hyper nébuleuse. Et elle peut pas être comprise par les enfants. Déjà, les adultes, ils ont du mal. Et c'est juste chiant à mourir, quoi. Je me souviens de m'être beaucoup ennuyée. Et je voulais qu'on cite, parce qu'on l'a pas encore cité quand même, c'est là-haut, juste les premières minutes de là-haut. Magnifique. Qui est peut-être ce que Pixar a fait de mieux sur quelques minutes. Et la scène d'intro, qui est absolument incroyable. Ils ont réussi la prouesse de faire chialer tout le monde avec juste dans les premières minutes du film, quoi. Mais du coup, le film a un peu de mal à s'en remettre ensuite. La deuxième partie, notamment. Il n'y a pas de démagogie, ça va pas chercher l'émotion, ça laisse l'émotion monter chez les spectateurs. C'est vraiment toute la différence entre effectivement l'ouverture de là-haut qui est c'est bouleversant, et dans les dernières prods où ça va vraiment, pour le coup, ça va te chercher, quoi. Et toi, Seb ? Je veux pas faire très original. Je vais te le piquer aussi, Claire, parce que Cars 2, vraiment, ça a été une purge. Vas-y, lâche-toi. Je crois sincèrement que je ne me suis jamais autant ennuyé au cinéma. Eh bien, voilà, pour ce climax autour de Pixar, j'espère qu'on aura réussi à vous faire rêver un petit peu. Je vous rappelle que En Avant sort le 4 mars en salle. C'est donc la fin de ce climax. Merci beaucoup à nos 3 experts, Marc, Yann et Claire. Merci Seb. Merci Seb. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Pipa, SoundCloud. N'hésitez pas, alors surtout n'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Télé Loisirs, mais aussi sur les plateformes. Au mois prochain et salut. Salut. Salut tout le monde.